Merci, Monsieur le Président. Je voulais tout d'abord vous remercier les membres de cette Académie de m'avoir invité à cette session solennelle. Et je suis aussi heureux d'être au Maroc, parce que c'est un pays que j'aime beaucoup et qui a beaucoup de relations avec nous et nos collègues de France et d'Europe. Je vais vous parler du futur. C'est difficile à évaluer le futur, surtout après un passé aussi important. La médecine, l'hygiène ont permis un très grand succès à l'espèce humaine, qui est passée de 1 milliard d'habitants au début du dernier siècle à plus que 6, bientôt 7 milliards d'habitants. Mais les activités humaines elles-mêmes ont créé de nouveaux problèmes et je crois que nous traversons déjà une période critique où l'augmentation de la durée de vie va plafonner et se traduit aussi par beaucoup de maladies chroniques en fin de vie. Donc nous ne pouvons pas être satisfaits de cette situation, d'autant que de nouvelles épidémies apparaissent les unes après les autres et que les maladies chroniques prennent un poids de plus en plus important. Je vais donc surtout discuter ce soir des maladies chroniques et comment les prévenir, comment les éviter. Ce fardeau des maladies chroniques, il est bien connu et il est le même quelle que soit la géographie, quel que soit le pays, car nous sommes dans un monde globalisé. Il faut quand même dire qu'il y a malgré beaucoup de causes à ces maladies, il y a des facteurs qui leur sont communs. D'une part, le stress oxydant, c'est un stress biochimique qui permet à des espèces dérivées de l'oxygène d'avoir une proéminence, et ceci a des effets sur nos constituants cellulaires, mais surtout sur les acides nucléiques, l'ADN, par l'induction de mutations ou des transferts de charges dont je vais vous parler tout à l'heure. Il y a des effets également sur le système immunitaire, qui n'est pas aussi performant peut-être que chez nos ancêtres il y a quelques décennies. Il y a également le rôle des infections. Et c'est une découverte assez récente qu'il y a des infections froides. Qu'est-ce qu'on entend par infection froide? Des infections qui ne nécessitent pas des réactions visibles de l'organisme, de la fièvre, et qui persistent malgré les défenses immunitaires. C'est-à-dire que c'est les germes, notamment les germes bactériens. Les virus avaient déjà appris à le faire, mais les germes bactériens, c'est plus récent. Ces germes bactériens ont appris à persister dans des sanctuaires, dans des formes intracellulaires qui sont très difficiles à éradiquer, notamment également la formation de biofilms, le fait que des vecteurs, des parasites peuvent les héberger également, et ceci également maintenu par le stress oxydant qui va déprimer les systèmes immunitaires. Et je voudrais ajouter que donc nous sommes exposés à beaucoup de facteurs d'environnement qui ont changé récemment. Bien sûr, les pollutions sont déjà connues depuis un certain temps, mais du fait même qu'il y a un mouvement général vers les villes à partir des zones rurales, fait que de plus en plus de personnes sont exposées à ces pollutions et la génèrent elles-mêmes. Il y a également des comportements, bien sûr. Les pollutions générales, ce sont des problèmes que seules les autorités, les collectivités peuvent gérer. Mais il faut aussi, bien sûr, qu'il y ait des changements de comportement. Et bien sûr, les consommations de tabac, d'alcool et d'autres drogues peuvent générer des situations difficiles chez les individus et aussi chez la collectivité. Mais je voudrais surtout insister, c'est le bon domaine bien sûr, sur le rôle des infections et des infections froides dans toutes ces maladies causées par ces facteurs de l'environnement. Pour cela, nous avons mis au point
une plateforme technologique qui permet de détecter des traces de ces infections froides dans la circulation sanguine. Donc nous avons mis au point des tests qui permettent de suivre la présence de ces germes, de déterminer leur rôle par le fait qu'ils vont à la fois diminuer sous le traitement, mais aussi faire diminuer les symptômes de ces maladies chroniques. Pardon, je me suis trompé de bouton. Voilà. Alors, il faut faire appel à de nouveaux paradigmes pour expliquer au moins le fonctionnement de ces technologies. Ces nouveaux paradigmes font appel au fait qu'il y a non seulement dans l'univers des matières, des particules, mais aussi des ondes. Et le paradigme que je propose, pas tout seul, bien entendu, beaucoup de physiciens sont d'accord avec nous, c'est que les molécules biologiques non seulement interagissent par contact, par complémentarité de forme, mais aussi à travers des ondes. Et là, à ce moment-là, on a affaire à des signaux électromagnétiques spécifiques, des phénomènes de résonance, des actions à distance, des interférences. Donc à ce moment-là, le monde biologique devient de plus en plus complexe, beaucoup plus que ce qu'il est généralement accepté à l'heure actuelle. Et ceci est valable surtout, c'est là-dessus que je vais insister aujourd'hui, sur le fait que les germes bactériens et les virus utilisent précisément ces ondes dans leur ADN pour amplifier leur effet. Et le deuxième paradigme est le fait que l'eau est un médiateur dans ces actions, que l'eau, bien sûr pas l'eau non organisée, mais l'eau organisée par les molécules biologiques est une eau mémoire. C'est une eau qui va mémoriser les structures des molécules et aussi imiter leurs fonctions. On détecte donc, dans certaines conditions, des nanostructures de l'eau qui vont entretenir l'information portée par l'ADN et l'amplifier grâce à des signaux électromagnétiques SEM. Basé sur ces prémices, on peut dire que nous avons utilisé depuis une dizaine d'années précisément un test qui permet de détecter des ondes de très basse fréquence, autour de 500 à 1000 Hz, dans certaines dilutions de filtrats à 100 nanomètres ou 20 nanomètres, dépendant de la taille de ces structures. Celles qui sont formées par les virus sont plus petites que celles qui sont formées par les bactéries. Et ces structures sont détectées soit dans des filtrats de culture de micro-organismes, mais aussi, et ceci est important pour la médecine, dans le plasma, dans le sang de patients qui sont infectés par les mêmes germes. Et on peut utiliser soit ce plasma à l'état frais, en dilution dans l'eau, ou bien congeler ce plasma si on ne peut pas travailler tout de suite dessus, et à ce moment-là, on extrait l'ADN qui, lui, a gardé l'information pour régénérer ces structures dans l'eau de nos appareillages. Alors, je vais continuer. Et donc, ces schémas vont vous montrer comment on opère. C'est un appareillage relativement simple et qu'on peut automatiser. Donc, je pense que dans un proche avenir, il y aura des machines qui vont permettre de faire ces mesures dans des laboratoires cliniques. Donc là, on fait d'abord une filtration de l'ADN extrait dans une solution à une concentration de 2 nanogrammes par millilitre, c'est déjà très faible. Et on fait ensuite des dilutions de 10-110 et on excite le tout soit par un générateur de très basse fréquence, à partir de 7 Hz, ou bien on utilise le rayonnement naturel. Il faut savoir que toute la surface de la Terre
émet des ondes de très basse fréquence qu'on appelle les ondes de Schumann, qui sont générées probablement par les décharges électriques. Et ces ondes sont présentes partout, à la surface de la Terre et aussi de la mer. Si on isole au contraire le système par des coques de métal, on peut utiliser bien sûr un générateur donc, qui va répéter ces fréquences. Et ces fréquences vont faire entrer en résonance certaines dilutions de l'ADN dans l'eau. Et on peut enregistrer donc ces signaux et ainsi les numériser dans un ordinateur. Alors l'interprétation de ce qui se passe, elle est encore bien sûr pas tellement déterminée, mais on sait qu'il faut donc de l'ADN, que cet ADN doit être soumis à un stress oxydant. C'est pour ça que pour l'instant, c'est essentiellement l'ADN des bactéries et des virus qui a fait cette émission. Et ensuite, il y a formation probablement de structures dans l'eau autour de l'ADN. Ces structures sont relativement stables, peuvent rester plusieurs jours, plusieurs semaines. Et à certaines dilutions plus grandes, eh bien, ces structures vont s'agiter, être libérées et émettre à leur tour des signaux qui vont maintenir la structure. Donc c'est un système assez complexe, mais que nous avons, on peut dire, vérifié et utilisé depuis des années. Et c'est simplement maintenant aux physiciens de nous dire davantage, bien sûr, qu'est-ce qui se passe dans les structures de l'eau. Alors, au point de vue pratique, on peut soit mesurer l'augmentation d'intensité du signal par rapport au bruit de fond, ceci permet de quantifier le système, ou bien on peut enregistrer donc ces séquences. À gauche, vous avez ici le bruit de fond, avec différentes expressions suivant les formes de Fourier, les transformations de Fourier, ou bien vous avez donc à droite, l'exemple du signal sur une dilution positive. Donc c'est très très net, mais ceci n'est pas quantitatif. Il semble que les signaux que l'on mesure sont à la fois communs aux différents ADN, c'est une sorte d'onde porteuse, mais que par-dessus, il y a aussi une modulation qui, elle, est spécifique de l'ADN, de la séquence d'ADN. Alors, comment démontrer qu'il y a cette séquence spécifique? Eh bien, on peut... Je vais essayer de revenir en arrière. Voilà. Donc, une expérience où on transmet la séquence d'un ADN, d'un tube 1 qui le contient dans l'eau, à un tube d'eau qui dans lui ne contient rien. Et donc, sous l'influence d'un générateur, il y a excitation, formation des signaux dans le tube 1, et ces signaux vont être transmis, ces signaux électromagnétiques vont être transmis dans le tube d'eau. Donc, au bout de quelques heures, on détecte dans ce tube les mêmes dilutions, les dilutions qui émettent les signaux, et en plus, ces signaux sont spécifiques, c'est-à-dire qu'on peut détecter l'ADN dans ces tubes où il y a une émission de signaux. Alors, cette détection se fait par une technique déjà bien connue en biologie, qui est la polymérase chain reaction, la PCR. Les suivantes, s'il vous plaît. Encore. Voilà. Alors, cette PCR, je le rappelle, son principe, c'est qu'on peut, sur une double chaîne d'ADN, l'ouvrir et faire travailler une polymérase de bactéries qu'on appelle la Taq polymérase. Cette polymérase est extraite de bactéries thermophiles et donc est résistante aux hautes températures. Aux températures qui permettent de faire fondre la double hélice d'ADN et de les ouvrir. Donc on fait la polymérase à partir d'amorces spécifiques fixées qui se vont reconnaître par appariement des bases, une des chaînes ouvertes par la chaleur, et elle va travailler
à plus basse température, et puis ensuite on ouvre à nouveau cette double hélice pour qu'elle puisse à nouveau travailler sur une des chaînes ouvertes, et ainsi de suite. On a donc une amplification exponentielle et qui peut, à partir de 40 cycles, obtenir des millions de molécules filles, mais qui toutes vont reproduire la séquence initiale. Eh bien, la surprise, c'est que si on applique cette technologie à l'eau magnétisée par le signal électromagnétique enregistré sur un ordinateur, on va obtenir cette bande d'ADN à nouveau. Et vous avez en haut une réaction, donc une formation d'une bande d'ADN qui est séparée par électrophorèse, et avec des dilutions successives, on s'arrête très vite, bien sûr, parce que la dilution d'ADN était déjà importante au départ. Par contre, si on fait le système de formation des signaux électromagnétiques, qui implique donc un traitement par vortex 15 secondes, eh bien, on obtient une prolongation importante de plusieurs logarithmes de la sensibilité de l'ADN, de la formation de l'ADN. Donc, on a, grâce à cette technologie, à la fois donc une technique bien établie, mais aussi une augmentation de sa sensibilité. Donc, c'est avec ces deux technologies, soit la détection de signaux électromagnétiques, soit la détection par PCR de l'ADN et amplification suffisante, on a une détection extrêmement sensible de la présence d'ADN de bactéries ou de virus. Bien sûr, cette technique, on pourrait dire, elle pourrait détecter n'importe quel ADN de bactéries. En fait, il semble que seules les bactéries pathogènes émettent des signaux électromagnétiques et peuvent être amplifiées de cette façon. Ces bactéries pathogènes ont toute la propriété de générer un stress oxydant, et donc il est tentant, mais c'est une hypothèse, de penser que la capacité de ces ADN à émettre des signaux dépend de leur oxydation. Pardon, si vous pouvez revenir à l'hypothèse, voilà, l'hypothèse s'il vous plaît, voilà. Donc l'hypothèse, c'est que cette technique permet de détecter essentiellement des agents pathogènes qui sont impliqués, et ce qui est intéressant, dans les signes cliniques de ces maladies chroniques. Donc c'est une surprise intéressante, mais surtout qui va nous permettre, je pense dans l'avenir, d'avoir des thérapeutiques puissantes, pas seulement les antibiotiques, qui permettront, grâce au suivi de ces signaux, d'adapter véritablement la thérapeutique à l'éradication de la maladie, ou de la prévenir s'il s'agit d'une phase précoce. Donc ce carton, cette image nous montre ce qui peut se passer. Bien sûr, beaucoup de travail des chimistes et des physiciens est nécessaire. La double hélice est en contact avec des molécules oxydantes et elle se comporte comme une antenne dans cette situation. Alors aussi, bien sûr, on se pose la question, quel est le rôle de l'émission de ces signaux dans la nature, dans l'organisme? Il est possible qu'ils permettent précisément une augmentation, une amplification de l'information de l'ADN dans des nanostructures de l'eau qui peuvent ensuite être rétrotranscrites en ADN grâce aux enzymes analogues à la Taq polymérase, s'il en est. Mais nous avons l'évidence qu'effectivement, les cellules, au moins des cellules d'origine tumorale, sont capables également de lire ces nanostructures, de les lire en ADN. Alors, ceci est la partie théorique de mon exposé. Je m'en excuse s'il est un peu compliqué à comprendre. Beaucoup de mes collègues ont des difficultés à imaginer, comprendre comment une structure de l'eau peut être lue par une polymérase. Eh bien, ce sont des faits scientifiques, mais c'est vrai qu'ils me demandent le choix de nouveaux paradigmes, d'admettre qu'effectivement l'eau peut avoir la capacité de maintenir, de contenir une information dans certaines structures relativement stables,
et aussi que l'ADN donc est un émetteur de signaux. Alors, je vais maintenant choisir quelques exemples d'applications médicales et choisir d'abord l'autisme. Pourquoi l'autisme? Parce que c'est une maladie véritablement qui a changé avec les facteurs d'environnement. C'était une maladie relativement rare et on voit au fil des ans une augmentation qui devient maintenant exponentielle. Ici, ce sont des résultats d'une étude aux États-Unis, mais on trouve les mêmes courbes dans beaucoup de pays. Et si on prolonge cette courbe, on voit que la plupart des résultats sont catastrophiques. C'est-à-dire qu'on peut arriver déjà à 1 sur 38 chez les enfants américains, et si on extrapole, on arrive à 1 sur 2 dans deux décennies. Alors donc, c'est un danger très important, et bien sûr, on se pose la question, pourquoi cette augmentation? Alors, il y a beaucoup de facteurs qui ont été proposés, mais je voudrais en tout cas signaler celui qui me paraît le plus important, qui est un facteur bactérien. La suivante. Alors, il semble que ce soit un facteur d'origine intestinale qui passe d'une façon anormale la barrière de la muqueuse intestinale vers le sang et qui traverse également une deuxième barrière sous d'autres facteurs pour atteindre le cerveau. La suivante. Alors, nous sommes partis d'un travail effectué aux États-Unis par le groupe de Lipkin qui a publié en 2012 le fait que par PCR, justement, on détectait une nouvelle bactérie, enfin pas nouvelle parce qu'elle était déjà codifiée, mais nouvelle dans cette action, chez des biopsies d'enfants souffrant d'autisme, mais aussi de troubles gastro-intestinaux. Et ceci a été comparé à des enfants qui souffraient des mêmes symptômes, mais qui n'étaient pas autistes. Et donc, chez le groupe d'enfants autistes, une vingtaine, ils ont détecté dans des biopsies de l'iléon cette bactérie. Alors, donc là, c'était la source, on peut dire, intestinale. Et ils n'ont pas, pour des raisons diverses, continué à rechercher cette bactérie dans les autres liquides de l'organisme, et c'est ce que nous avons fait. Nous avons appliqué cette technique, améliorée aussi par PCR, et encouragée par le fait que nous aussi, dès 2012 et même avant, nous détections des signaux électromagnétiques dans le sang des enfants autistes. Et donc nous nous posions aussi de l'origine possible d'une nouvelle bactérie. La suivante. Et effectivement, si on applique la PCR au plasma des enfants autistes, on détecte une bande de 260 paires de bases qui correspond effectivement à la fraction amplifiée par PCR de l'ADN ribosomal CES. Et on voit également que cette bande, au fur et à mesure d'un traitement antibiotique, diminue, et ceci est aussi en corrélation, la suivante, avec les signaux électromagnétiques qui sont produits et diminués aussi sous l'influence d'un traitement antibiotique. Alors, dans une étude de cohorte qui a été faite en relation avec nos collègues italiens, français et d'autres pays européens, et aussi marocains, et aussi américains, on trouve que dans cette cohorte, la majorité des enfants a du plasma qui émet des signaux électromagnétiques, et aussi, on trouve par PCR, d'une façon significative, l'ADN ribosomal de Suterella. Donc, ceci suggère, alors ceci est la suivante, un autre exemple d'effet du traitement sur les signaux ou sur les bandes d'ADN amplifiées par PCR. On voit ici l'exemple d'un enfant de 4 ans qui est devenu autiste à la suite d'un choc traumatique sur la tête. Et on voit que les signaux qui sont assez élevés au départ, de 35% au-dessus du bruit de fond, diminuent sous l'influence du traitement antibiotique par l'azithromycine.
Et en même temps, il y a un changement des comportements de l'enfant qui perd ses symptômes les plus flagrants de l'autisme, notamment la vision décoordonnée et aussi le langage. Et ceci arrive après plusieurs semaines, même mois, jusqu'à un plateau. Et à ce moment-là, le clinicien décide de changer l'antibiotique et on obtient à nouveau une décroissance du plateau, une décroissance de la courbe des signaux et de l'ADN détecté par PCR, l'ADN de Suturella, et encore une amélioration qui n'a pas été suivie jusqu'au bout parce que l'enfant a quitté la zone où on pouvait le traiter. La suivante. Alors, on a ici l'exemple d'un autre enfant qui a été traité pendant plus d'une année par des antibiotiques de la même façon. Quand je dis des antibiotiques, ce sont donc en général des macrolides, mais aussi il faut maintenant y ajouter la rifampicine qui augmente encore l'effet antibiotique pour une raison qu'on ne connaît pas, puisque la rifampicine est surtout active sur les mycobactéries. Mais là, il ne s'agit pas d'une mycobactérie, mais donc de Suturella, d'une bactérie gram-négative, mais impliquée dans le métabolisme des sucres, mais pas connue pour être vraiment pathogène. En tout cas, cet enfant a été aussi considérablement amélioré par ce traitement dans ses symptômes. Il ne parlait pas, il a commencé à parler. Il est presque propre maintenant, ce qui est très important pour les parents. Et ce succès n'est pas vraiment une guérison, mais en tout cas, nous avons pu éradiquer l'infection par Suturella. Si on arrête le traitement, eh bien, les signaux ni l'ADN par PCR ne reviennent pour l'instant. Bien sûr, il faut suivre à plus long terme cet enfant, mais c'est un exemple. Il y en a beaucoup d'autres qui montrent que ces traitements antibiotiques ont un effet important pour améliorer les symptômes de l'autisme et qui suggère donc que cette bactérie, je ne dis pas, est la seule cause de l'autisme, mais joue un rôle important comme facteur causal, puisque sa disparition est associée à une perte d'une partie des symptômes de l'autisme. La suivante. Alors, ceci vous montre la bande d'ADN ribosomale de Suturella qui disparaît totalement au fur et à mesure du temps et même après, elle ne revient pas quand on arrête le traitement antibiotique. La suivante. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire au point de vue pathogénèse de cet effet et de cette maladie, et peut-être l'appliquer même à d'autres maladies chroniques neurodégénératives? Il est probable, et bien sûr beaucoup de questions se posent, d'où vient cette bactérie? Pour l'instant, nous ne savons pas. Elle provient probablement de l'alimentation, mais d'une alimentation précoce, ou bien d'une infection par la mère enceinte qui va passer cette bactérie qui est asymptomatique chez elle, à l'enfant qui va naître. Et évidemment, il faut aussi penser qu'il y a des prédispositions génétiques, qu'il y a également des facteurs qui vont diminuer la réponse immunitaire ou la modifier chez l'enfant nouveau-né. Ceci va donc aboutir à une situation où le germe s'installe au niveau intestinal. Ça n'est pas la maladie forcément, et en fait, il est possible que les anticorps de la mère vont le protéger peut-être jusqu'à 2 ans après la naissance. Ensuite, à ce moment-là, l'immunodépression apparaît beaucoup plus forte puisqu'il n'y a plus la protection des anticorps de la mère. Le stress oxydant apparaît et donc Suturella va se développer et il faut évidemment penser également à une inflammation de la muqueuse intestinale pour des causes diverses. Cette inflammation va permettre à la bactérie de passer la muqueuse et d'aller dans le sang. Ensuite, les choses vont encore s'aggraver, bien sûr, mais un deuxième facteur aussi important est le passage de la barrière hémato-encéphalique. Et alors, pour l'instant, nous sommes réduits aux hypothèses,
mais des travaux chez les animaux suggèrent que les radiations électromagnétiques auxquelles nous sommes tous soumis vont augmenter la perméabilité de cette barrière. Et donc, certaines de ces bactéries ou des toxines venant de cette bactérie vont pouvoir passer cette barrière et atteindre le cerveau. Alors, bien sûr, il y a aussi beaucoup de travaux qui suggèrent qu'il y a des modifications neuronales importantes qui peuvent expliquer des changements de comportement. Mais cette période est encore réversible s'il y a un traitement. C'est pour ça qu'il est très important de traiter le plus tôt possible ces enfants, et les meilleurs résultats actuellement sont obtenus chez les enfants autistes de moins de 7 ans. Si on n'intervient pas, les choses peuvent se fixer par le fait que le stress oxydant va générer des mutations somatiques au niveau des neurones, et à ce moment-là, on peut aboutir à une phase difficilement réversible. Je ne dis pas totalement irréversible, parce que on obtient des résultats moins importants, mais significatifs chez des enfants grands et des jeunes adultes, par ces traitements antibiotiques à long terme. J'ajoute que ce n'est pas seulement probablement cette bactérie qui est en cause, parce que la PCR détecte également des espèces proches, mais c'est un groupe de bactéries, et ça n'exclut pas qu'il y en ait d'autres groupes qui sont actifs, comme par exemple les Clostridies. Donc voilà un peu un schéma d'évolution qui suggère donc une médecine, un traitement de prévention, et en tout cas, ceci dit que l'autisme n'est pas une maladie non curable. Je pense que c'est une maladie curable, mais on est aussi au début, mais seulement grâce à nos tests de détection, on peut espérer d'autres traitements plus efficaces que les traitements antibiotiques actuels. La suivante. Je vais choisir maintenant un autre exemple. La maladie de Lyme. La maladie de Lyme est très importante, elle est aussi épidémique, très diffusible actuellement dans beaucoup de pays, peut-être davantage les pays du Nord, mais les pays du Sud sont touchés également. Cette maladie est liée à une infection par une piqûre de tiques qui vont en transmettre une bactérie porteuse par ces tiques qui est du groupe de l'espèce Borrelia. Et cette bactérie est proche, en fait, du spirochète de la syphilis. Et effectivement, elle a un polymorphisme assez analogue et aussi la caractéristique de persister pendant des années sous une forme non symptomatique et faire apparaître ensuite des signes de maladies neurodégénératives très importants, des paralysies et également des maladies articulaires. Et souvent, donc, la personne porteuse finit dans une chaise roulante, grabataire, et on la voit souvent, pas très souvent, mais malheureusement, on voit des suicides de ces personnes. Par le fait que cette maladie, qui est connue au niveau aigu, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une phase aiguë qui va durer quelques semaines et être très sensible aux antibiotiques, mais souvent cette maladie aiguë va persister sous forme d'une maladie chronique, et à ce moment-là, donc la personne, on dénie le caractère infectieux de cette maladie et on l'amène chez un psychiatre, mais on ne la traite plus. Donc c'est ça le problème à l'heure actuelle de ces malades. Je pense d'ailleurs que la situation est en train d'évoluer et de plus en plus de médecins de la communauté médicale reconnaissent que c'est une maladie chronique comme beaucoup d'autres. La suivante. Je vous montre au microscope quelques formes de cette bactérie qui a une forme donc ondulatoire mobile, mais aussi une forme kystique, la suivante. À plus fort grossissement, vous allez coller sur une des formes ondulatoires deux formes sphériques, et ces formes sont plus difficiles à traiter. Il faut donc trouver d'autres antibiotiques pour traiter à la fois les formes mobiles et les formes kystiques. La suivante. Alors, nous avons appliqué nos technologies
à cette maladie sur beaucoup de patients souffrant donc de la forme chronique, et on a eu le bonheur de pouvoir détecter par la même technique PCR, la suivante, la bactérie uniquement chez les personnes qui montraient une anamnèse de piqûres et d'infection par le Lyme, par la bactérie, par la Borrelia, et pas du tout dans d'autres pathologies chroniques, seulement peut-être chez quelques enfants autistes également, qui présentent parfois également cette bactérie. La suivante montre une comparaison d'ailleurs entre les résultats obtenus chez les autistes, les enfants autistes et la maladie de Lyme. On voit qu'il y a dans une majorité de malades chroniques de la maladie de Lyme aussi des signaux électromagnétiques dans leur plasma, et 64% de la PCR Borrelia est positive chez ces patients. Ceci indique donc que cette maladie chronique existe. Ce n'est pas quelque chose inventé par quelques médecins ou chercheurs. Cette maladie existe et doit être traitée d'une façon adéquate, bien sûr, pendant un temps assez long. La suivante. Voici un exemple d'un patient qui a fait une maladie chronique une dizaine d'années, 10 ans après la piqûre par la tique, et cette tique peut donc être porteuse de Borrelia puisqu'on a détecté au bout de 10 ans l'ADN de Borrelia dans son sang. Et son traitement antibiotique l'a beaucoup amélioré, mais s'il n'avait pas été traité, ce patient aurait souffert et évolué d'une façon très dramatique. La suivante. Alors, ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que ce sont deux exemples que nous avons les plus développés, mais que nous avons commencé aussi dans d'autres maladies. Et je vous donne ici une liste qui n'est pas définitive, bien sûr, des applications possibles de ces technologies dans la maladie d'Alzheimer, où on trouve aussi une majorité de signaux électromagnétiques, mais pour l'instant, nous n'avons pas encore identifié les bactéries impliquées, à savoir est-ce qu'elles viennent aussi de l'intestin ou d'ailleurs. La polyarthrite rhumatoïde, 75% des malades montrent des signaux électromagnétiques et sont sensibles aux antibiotiques. Certains cancers, je pense, il est connu que certains cancers sont liés à des virus, certains même à des bactéries comme le Helicobacter pylori et le cancer de l'estomac, mais je pense qu'il y a d'autres cancers également, peut-être le cancer du pancréas, qui aussi peuvent être associés, sinon causés, par la présence de bactéries. Le diabète, pour l'instant, nous n'avons pas de résultats, mais nous savons qu'il y a un stress oxydant important, comme dans toutes ces autres maladies, et le diabète de type 2 peut être amélioré beaucoup par des traitements antioxydants. Les AVC, quelques exemples, sclérose en plaques, quelques exemples, schizophrénie, où nous trouvons également des signaux électromagnétiques suggérant qu'il y a à l'origine peut-être des infections chroniques par certaines bactéries ou certaines formes de bactéries. Donc le champ d'investigation est très important et suscite bien sûr des espoirs thérapeutiques nouveaux. La suivante. Je voudrais donc rappeler que nous sommes ici au XXIe siècle dans un monde entouré de vibrations électromagnétiques et que c'est nous-mêmes qui nous les créons. Et il est possible donc que ces radiations électromagnétiques sont bien supportées par la majorité de la population, notamment les adultes, mais qu'elles aient un rôle négatif dans la génération de maladies chez les enfants et aussi chez les personnes âgées. Donc, c'est simplement un prémisse, c'est que peut-être
avec l'augmentation continuelle de ces vibrations électromagnétiques, nous entrons dans un monde où beaucoup de personnes vont devenir sensibles. Indépendamment des maladies chroniques dont j'ai parlé, il y a effectivement des personnes adultes qui deviennent ce qu'on appelle électrosensibles, c'est-à-dire qu'après un choc causé souvent par différents facteurs, mais aussi, par exemple, la présence d'une antenne avec une émission très forte, eh bien, après ce choc, la personne entre dans un monde où elle devient sensible à n'importe laquelle de ces vibrations électromagnétiques. Donc elle ne peut plus vivre à moins de s'en protéger. Pour l'instant, c'est une minorité de personnes, mais je n'exclus pas que ceci va augmenter. Est-ce que les maladies épidémiques également peuvent être sensibilisées, augmentées par ce monde vibratoire? Ce n'est pas impossible. Et il serait intéressant de rechercher dans les nouvelles épidémies à virus, comme le virus Zika, s'il n'y a pas des facteurs électromagnétiques qui sont associés à la génération des symptômes soufferts par les jeunes enfants, la microcéphalie. Donc, la suivante, ce que je propose, c'est que toutes ces recherches peuvent être concentrées dans des instituts de recherche qui permettent de trouver des solutions. Il ne s'agit pas de supprimer les radiations électromagnétiques, nous y sommes tous addictés, on peut dire, on ne peut pas s'en passer, mais il faut donc trouver des moyens de protection et de prévention. Et le maître mot de la fin de ma conférence, je crois que c'est la dernière, c'est la médecine, c'est tout. La médecine de prévention, prédiction, personnalisation et participation des patients. Je vous remercie.